L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux lundi 15 décembre 2025, c'est maintenant. S'il vous plaît, assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne. Je vous vois majoritairement, vous regardez les actus, vous n'êtes pas abonné alors qu'on frôle les 100 000 abonnés sur YouTube. Faites-moi ce petit plaisir. Allez, ce sera ma petite récompense de Noël de me faire péter cette petite barre symbolique des 100 000 abonnés sur YouTube. On ferme la parenthèse, c'est bon, elle est fermée. Plein de choses passionnantes à vous partager aujourd'hui. J'ai manqué les émissions pendant 2 semaines, donc il y a des choses à rattraper et il y a du lourd dans l'actualité. On va parler des dingueries d'intelligence artificielle, des modèles, des fonctionnalités qui sont sortis. On va parler du monde qui est en train de se préparer pour 2026, qui à mon avis va aussi être une grande cuvée sur l'intelligence artificielle et ses impacts. On va parler des petits Frenchies de l'étape parce qu'ils le valent bien et de toutes ces dingueries. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, lâchez un petit abonnement sur cette chaîne YouTube. Les actus, c'est maintenant. ChatGPT a enfin répliqué à Gemini. Ah oui, c'est la guerre des modèles. Gemini 3, à peine sorti, il nous a bluffé complètement ce Gemini 3 avec son niveau d'intelligence, on va mettre des guillemets autour d'intelligence complètement rehaussé. Gemini 3 a bluffé tout le monde et Sam Altman, OpenAI, a dit mais c'est pas possible, allez, code rouge, alerte, gyrophare qui tourne, il faut vraiment qu'on riposte là-dessus. Et ils ont riposté, donc avec la sortie en fin de semaine dernière de GPT 5.2. Ça y est, il est là et... Vous allez me demander mon avis à titre individuel et personnel, mais vous ferez votre avis à vous. En fait, je pense que beaucoup, notamment en France, mais aussi ailleurs, sont un peu saoulés de cette guerre des modèles. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a un nouveau modèle qui plie le game, etc., etc. On commence à en avoir ras-le-bol. En plus, il y a l'omniprésence d'OpenAI, donc on se dit, oh, un petit challenger, Google, ce serait bien qu'il passe devant, etc., etc. Petit challenger, Google, bon bref. Donc on est un petit peu ronchon, un petit peu chafouin avec les nouveaux modèles maintenant. Moi, mon avis à moi, c'est que GPT 5.2, il fait exactement le bon move, il est bien meilleur, il est bien supérieur, c'est la riposte idéale à Gemini 3 et il fait encore avancer l'intelligence artificielle, les LLM tels qu'on les connaît et qu'on les utilise aujourd'hui. C'est mon avis, ce modèle est fantastique. Alors en fait, c'est plusieurs modèles. GPT 5.2, il y a 3 variants, il y a Instant, pour avoir des résultats rapides, et puis il y a Thinking et il y a Pro. Bon, clairement, là où ça change le game, c'est sur le Thinking et le Pro Thinking. Donc le Pro, c'est celui qui coûte très cher, qui réfléchit beaucoup, c'est pour des tâches vraiment profondes, mais celui qu'on utilise pour des tâches professionnelles, sérieuses, de tous les jours, c'est Thinking. Alors Instant, le chat classique, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, il n'y a pas une évolution ouf, mais je pense qu'on atteint un certain plafond de verre. Ouais, raconte-moi une blague. Bon, ça va, il raconte des blagues pas drôles, hein, comme le voisin Gérard. Bon, très bien. Bon, il n'y a pas de grosses avancées à voir. Par contre, sur la partie Thinking, donc le vrai GPT 5.2, eh ben là, effectivement, il a fait un très très grand pas en avant et c'est une vraie réponse à Gemini 3. Oui, GPT 5.2 est beaucoup plus intelligent. Oui, il se gourre beaucoup moins. Oui, il est Thinking et il est agentique par défaut dans son noyau, c'est-à-dire, pardon, je pars sur des termes un peu bizarres, c'est-à-dire que ce GPT 5.2, à mon avis, devrait être quasiment vu comme une version majeure, parce que structurellement, déjà, il prend une base de connaissances qui est beaucoup plus récente que les versions qu'on avait avant. Hein, si vous allez sur... Tac, je vais y aller ici, sur le côté OpenAI, hein, où vous avez mis à disposition les modèles sous forme d'API pour intégrer dans vos outils, dans vos automatisations, dans tout ça. Donc sans passer par un abonnement à 20 balles par ChatGPT, hein, voilà, juste payer à l'usage. Si vous allez sur GPT 5.2, on va bien vous indiquer qu'effectivement, il a déjà une plus grande fenêtre de contexte, et ça c'est très bien pour du travail. Et vous le noterez ici, alors personne ne l'a relevé, mais moi je l'ai vérifié, que sa base de connaissances, sa base d'entraînement, sa base de données, c'est pas une base de données, mais les données utilisées, en fait, ont un cut-off au 31 août 2025, alors que les précédents, c'était 1 an avant. Donc on a vraiment
dans ce modèle GPT 5.2, retravailler l'ensemble du circuit de création d'un nouveau modèle, d'un nouveau LLM, d'une nouvelle IA. GPT 5.2 est à voir, à mon avis, comme un point de départ vers d'autres choses, plutôt que vers la fin, le bout du bout de ce que pouvait faire GPT 5, et puis après on pourra plus, mais on est là pour batailler contre Gemini 3. Certes, ils veulent batailler contre Gemini 3, mais ils lancent un nouveau trend, ils l'ont fait en alerte maximum, ils ont pris un nouveau knowledge cutoff, ils ont mis une fenêtre de contexte qui est beaucoup plus grande, 400 000 tokens. Alors chez Gemini, c'est 1 million. Mais 400 000 pour n'importe quel boulot professionnel, même professionnel, avec des tas de documents, c'est largement suffisant. Et ils ont gravement amélioré leur modèle sur plein de points. Moi, j'étais pas loin de me dire, bon, Gemini 3 est arrivé, il est nettement plus intelligent, clairement, il se perd moins, il est plus malin, il s'autocritique tout seul, il réfléchit mieux et plus. Je préfère un petit peu pour ces tâches-là Gemini 3, je vais peut-être changer de crèmerie. En fait, j'ai décidé de plus changer de crèmerie. D'abord parce que c'est relou de changer de crèmerie, tu perds toute ta mémoire, tout ton historique, etc. Et que là, c'est bon. J'ai un modèle super intelligent, voire sur certains aspects plus intelligent, plus professionnel, plus pratique dans notre vie de tous les jours pour des demandes un peu sérieuses que Gemini 3. Oui, GPT 5.2 est très bon. Je vous ai parlé de la fenêtre contextuelle, je vous ai parlé du fait qu'il se perd beaucoup moins dans la fenêtre. C'est-à-dire que même si vous avez un contexte très large, il est capable de plus paumer. Moi, ça m'énervait dramatiquement quand il se paumait. Vous avez une conversation, elle devient un petit peu longue, il a oublié ce que vous lui demandiez au début, il a zappé ce que vous aviez dit au milieu, c'était relou. Il fallait redémarrer une conversation à vide. Bon, il fait plus ça. Plus du tout. Il est super fiable sur ça, et il est thinking au niveau de son noyau, et il est agentique au niveau de son noyau. C'est-à-dire que de lui-même, il va réfléchir. Alors oui, il est plus lent, il est forcément long, et pas plus lent, mais il est forcément long. On lui demande un truc à thinking, je parle pas de instant, là c'est rapide pour les blagounettes, mais de thinking, oui, il prend le temps. 2 minutes pour prendre des données, pour aller mettre un tableau Excel, pour aller mettre des formules dedans, normal. Mais c'est un truc que moi je ferai en 2 jours. Donc c'est super cool. Donc il réfléchit mieux, et il est d'office, il va réfléchir beaucoup. Il va s'autocritiquer tout le temps. Il va se dire, tiens, là je t'ai répondu ça, mais est-ce que c'est vrai? Là je vais recouper mon information. Du coup, il hallucine beaucoup moins, il fait beaucoup moins d'erreurs, il dit beaucoup moins de bêtises, il reconnaît ses erreurs, il s'autocritique, il réfléchit bien dans le bon sens, et les scores en benchmark sont absolument fabuleux pour tout ce qui est travail professionnel. Oui, GPT 5.2 est une grosse dinguerie à mon avis. Et je reste là-dessus pour la partie thinking, pour la partie instant, franchement, ça me fait pas grand-chose. Mais vous avez tout un tas d'exemples, et on pourra en faire en live sur Renaud Décode, d'exemples de trucs. C'est l'ancienne version, GPT 5.1 thinking, tu lui donnes des fiches, des données, il te les met dans un tableau Excel, merci, au revoir. Là, il y a de la mise en forme, il y a des calculs, il y a des trucs compliqués, etc. Il y a plein d'autres possibilités, bien sûr. Bref, le move, je vous détaille pas tout, mais vous irez voir ça dans les benchmarks, etc. Oui, il est plus puissant que beaucoup. Il fait des grosses avancées sur certains benchmarks, notamment celui-là qui est à surveiller, le Arc AGI 2. Le fait, c'est un peu le test d'intelligence en vue de la GI. On n'y est pas du tout. Mais le bon est absolument fantastique sur ça, y compris sur les tâches de travail intellectuel. Le bon est absolument gigantesque. Donc oui, c'est une réplique absolument dingue à Gemini 3, et sur certains aspects professionnels, ça dépasse encore Gemini 3. Les frontières sont encore poussées par OpenAI, et moi je trouve ça très bien. Ça fait, à la sortie de Gemini 3, je vous avais dit, tiens c'est marrant, Google cherche à faire en sorte d'être perçu comme quelque chose qui est capable aussi d'avoir un très bon niveau face à Anthropic et à OpenAI. Et bien là, c'est au tour d'OpenAI de dire, mais nous aussi, on fait pas que des petits zigouigouis sympas, on fait des choses beaucoup plus intelligentes. À mon avis, sur le thinking, GPT 5.2 est plus intelligent globalement. C'est à lui qu'il faut faire confiance. Si vous voulez par contre du multimodal, de l'image, de la compréhension d'image, Gemini est plus fort, Gemini 3. Et puis sur le code, il reste nos amis de chez Anthropic. Mais en tout cas, GPT 5.2 permet à OpenAI de reprendre sa place de leader. C'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, en parallèle, désolé, c'est un peu dense comme information, mais j'ai loupé des petites infos, faut que je les rattrape. L'interface va vous montrer ici, alors que ce soit dans le côté mode agentique, ici, vous pouvez aller dans le mode agent,
directement, et puis allez voir ce que vous pouvez ajouter comme petite connexion supplémentaire. Je vous refais pas l'article, hein, mais GPT 5.2 il est super fort en agentique, en thinking, en connexion, utilisation d'outils complexes dans des démarches complexes intellectuellement, professionnellement, voilà. Donc maintenant, il faut le brancher à des outils pour qu'il puisse s'en servir tout seul. Et en fait la deuxième grosse dinguerie qui est apparue, c'est le fait que vous pouvez maintenant connecter votre ChatGPT directement avec des outils Adobe. Gros partenariat entre les deux. Je vais vous montrer ici que simplement en faisant un petit arrobase, vous avez de nouveau accès, parce que c'était plus le cas dans les versions précédentes, à vos petits GPTs. Vous pouvez les appeler depuis un chat, mais si vous mettez rien, il vous montrera aussi qu'il est capable de se connecter et de travailler directement dans Adobe Acrobat, Adobe Express, Adobe Photoshop. Donc vous pouvez lui demander maintenant de travailler sur plein d'autres choses, avec notamment la suite Adobe, de vous faire un vrai PDF, de vous modifier des choses dans une image et de l'envoyer dans Photoshop, et puis vous continuez votre travail sur Photoshop si vous voulez. Bref, il est plus capable professionnellement, ce GPT 5.2, avec ça et avec son nouveau modèle 5.2. Je vous invite vraiment à aller le tester pour différents usages. Je l'ai testé pour fabriquer une petite image ou pour mettre de Gemini 3 est mieux. Vous avez raison. Je l'ai testé pour du code machin, je trouve que chez Anthropic c'est mieux. Vous avez raison. Je trouve que pour faire mon boulot de tous les jours, là, vous pourriez vous dire 5.2, Thinking, c'est mon ami. Vous jugerez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais vous avez mon opinion là-dessus. Allez, du côté de chez Gemini, de chez Google, on se laisse pas abattre, hein, évidemment. Ça, bien sûr, Gemini 3 est quand même super fort et en tête de certains leaderboards, aux côtés de GPT 5.2 qui a commencé à être testé, et puis ils vont continuer à se livrer leur guerre sans merci, j'ai perdu mon souffle. Gemini Google continue à avancer dans la logique d'avoir un écosystème Google. Oui, parce que la force de Google, c'est Google. Tout simplement, le fait d'avoir le moteur de recherche, le fait d'avoir Google Maps, le fait d'avoir des outils bureautiques, le fait de pouvoir se connecter à votre Gmail, à votre Drive, etc., etc. L'écosystème Google est magnifique, donc Gemini 3 doit profiter de tout ça. Eh bien, les amis, Google a aussi amélioré pas mal de choses là-dessus pour faire en sorte d'asseoir sa place de leader dans l'intelligence artificielle, et la bataille est rude. La première chose qu'ils nous ont lancé, c'est pour les geeks, mais rassurez-vous, je vous parle de trucs moins geeks juste après, c'est l'API interaction. Je vous la fais très courte là-dessus. En fait, vous savez que pour interroger les modèles d'IA, pour les intégrer dans nos outils, dans nos automatisations, pas juste pour utiliser en ligne, pour faire des trucs professionnels, etc., on dialogue avec parfois des API, des échanges, avec le modèle qui se trouve sur les serveurs de Google ou de je sais pas trop qui. Et chez Google, c'est le bazar. C'est compliqué, on n'y comprend rien. Alors il y a une API avec un certain format pour faire du chat, mais alors si tu veux tel autre modèle, en fait c'est plus du chat, alors il faut une autre API avec un autre... c'est plus le bazar, puisqu'ils ont sorti ce fameux API Interaction, mon accent américain est nul, je cherchais le mot, il n'y a pas pire. Il permet d'unifier clairement tout ce qu'on peut faire en intégrant les modèles de chez Google, donc les Gemini et autres directement. On peut intégrer on peut intégrer les MCP, on peut intégrer l'agentique, on peut intégrer tout un tas de choses avec un seul format d'interface. J'y reviendrai après. C'est important, notamment pour les développeurs. Et puis, Google nous a sorti aussi ça, la dernière version de Gemini Deep Research. Alors, comprenez bien que Deep Research, c'est pas un modèle comme Gemini 3, c'est un truc qui s'appuie sur le dernier modèle de Google absolument puissant qui est Gemini 3, mais qui est un agent de recherche profonde. C'est-à-dire que quand vous lancez Gemini Deep Research, ça va utiliser Gemini 3, certes, mais pour faire tout un boulot d'analyse de documents, d'aller rechercher des informations, de les croiser avec ça, de se dire bon, ça me pose telle question, du coup je vais retrouver une idée, du coup je vais repiocher dans des informations, C'est un Deep Research. En fait, c'est comme un super agent IA qui ferait le boulot que vous feriez dans Google. Mais il fait à votre place d'aller chercher plein de choses et de vous monter une étude absolument fantastique, sourcée, ciblée, recroisée, etc., etc.
En clair, Google a définitivement tourné la page de son moteur de recherche, puisque l'agent Deep Research Agent remplace votre utilisation d'un Google et de plein d'autres choses, de vos documents dans Drive, etc. La porte d'entrée universelle pour faire plein de choses sur le web chez Google demain, ce sera cet agent Deep Research. Nouvelle version, propulsée par Gemini 3 Pro, et c'est absolument bluffant, donc on peut aller tester ça, et vous pourrez vous dire que d'ici un an et demi, en fait, plus personne n'utilisera les services de Google, tout le monde utilisera Deep Research de Gemini ou un autre agent de chez Google qui fera le boulot juste à votre place. C'est ça que ça raconte, cette histoire-là. Et puis, autre petite information du côté de chez Google, ils ont mis à disposition via MCP pas mal de leurs services. Alors, notamment les services, tout ce qui est technique, DevOps, etc., architecture, etc., mais aussi des services grand public du genre Google Maps. Vous savez que Google est très fort sur toutes les données avec Google Maps, localisation, trajet, etc., etc. En fait, beaucoup des services de chez Google viennent d'être rendus disponibles. Avant, Google s'était fermé, tu touches pas à mes données, c'est mon cœur de business. Et bien là, ils ont ouvert pas mal de ces sujets, y compris les sujets, surtout les sujets d'architecture, de développement, etc., en MCP. Ça donne une petite vision sur 2026 du côté de chez Google. On va ouvrir des systèmes en MCP qui soient utilisables par des agents. Donc le but du jeu, ça va de faire des agents Google qui vont être Deep Research ou d'autres, mus par Gemini 3 et qui vont aller regardez Google Maps à votre place, regardez, démarrer un serveur, refaire un truc, piocher une base de données, construire une base de données. Tout ça, c'est les agents de Google qui vont pouvoir le faire en se connectant à ces services-là via MCP. C'est plus fermé du côté de chez Google, c'est ouvert via MCP aux agents. Voilà, c'est le monde de demain qui se dessine là-dessus. C'est un vrai virage stratégique confirmé de la part de Google. 2026 va être une grosse régalade des agents qui bossent à notre place de façon toujours plus puissante et connectée. Je vous le dis, attachez vos ceintures pour 2026. Et dans ce monde de brut, on peut avoir une frayeur que j'ai, peut-être vous la partagez avec moi, c'est de dire, mais en fait, on commence à avoir l'écosystème OpenAI, voilà, ils ont tous leurs trucs avec leurs accords avec Adobe, avec leurs modèles à eux, et puis c'est des modèles fermés, on peut bosser qu'avec eux. Et puis de l'autre côté, il y a Anthropic qui nous sort la norme MCP qui est utilisée par tout le monde maintenant, mais MCP ça vient de chez Anthropic, c'est eux qui ont inventé le format d'échange entre des agents IA et d'autres trucs, des données, des outils, etc. Et puis il y a l'écosystème Google qui est quand même un tout, qui est quand même une masse. Si on veut profiter de Drive, de machin, de Google Maps, etc., faut être dans Google. Ça fait des systèmes fermés, faut choisir notre crèmerie et il n'y a rien d'open là-dedans. Mais non, les amis, ça c'était avant. Retenez ce nom, le AIF. Le quoi? AAIF. Alors, AAIF, je ne sais plus ce que ça veut dire, ils sont en train de changer à chaque fois, le Agentic AI Foundation. Voilà, c'est AAIF, c'est marqué au-dessus, Agentic AI Foundation. Ce truc est une fondation, en mode open source, en mode libre ouvert gratuit, en mode on partage les bonnes pratiques, on en est les garants, on s'assure que ce soit sécurisé, et tout le monde, à travers la planète, va se conformer à ce moule, comme ça on pourra faire dialoguer tout le monde avec les mêmes données, les mêmes choses, les mêmes formats. C'est ça, AAIF, donc Agentic AI Foundation. Ils ont regroupé des choses dans cette fondation qui se veut libre. C'est-à-dire, on invente des formats, on dit que le format universel, c'est celui-là, et vous savez quoi? Que vous soyez un petit de l'IA, un géant de l'IA, ici ou ailleurs, conformez-vous à ces trucs-là, qui vont être rendus disponibles pour tout le monde, on va pouvoir tous faire des add-ons, tous contribuer, mais c'est ça le socle commun. Vous ne faites pas un format de votre côté, qu'il n'y a que chez vous qu'il est propriétaire et que ça va saouler tout le monde. Non! On met en place le socle commun de tout le monde dans le domaine de l'IA agentique. Voilà, 2026, ça va être le raz-de-marée de l'IA agentique et ça va être la concrétisation de tout ce que c'est faire l'IA agentique. Et voilà, l'Agentic AI Foundation vient d'arriver et réunit les pires ennemis. Et ils sont tous là-dedans, les pires ennemis se sont mis d'accord, se sont peut-être serré la paluche dans mes rêves pour dire c'est bon, on part là-dessus. Il y a 3 gros projets qui sont portés par l'AAIF. Alors sachez-le parce qu'en fait pour l'avenir,
c'est important de voir ce truc-là. Et surtout, si vous êtes développeur, si vous voulez intégrer l'IA, si vous voulez utiliser l'IA dans votre entreprise demain, c'est important de savoir ça. Ils ont repris, regardez bien, le MCP, le Model Context Protocol, le protocole de discussion entre les IA agentiques et n'importe quelle donnée, outil, service. Ça a été inventé par Anthropic. Anthropic a dit ça, je le mets dans le fond commun, voilà, qui sera utilisé par tout le monde. Le protocole pour faire discuter l'IA agentique avec d'autres trucs, ça va être maintenant le MCP. On va tous fonctionner là-dessus, comme ça, il n'y aura plus de trucs propriétaires. C'est pour tout le monde. Goose de Block. Ça, c'est un framework agentique. C'est comment on fait. Alors, c'est totalement agnostique, que ce soit les IA agentiques de l'un ou de l'autre, on s'en fout. En tout cas, voilà comment on a notre framework d'IA agentique, comment on les connecte à des bases, comment on les met en place, comment on les fait discuter entre elles. Ça, c'est Goose de chez Block que vous voyez en dessous. Ça devient pareil, le standard. Tout le monde doit aller sur ce standard-là. Comme ça, on n'est pas paumé et il n'y a plus rien de propriétaire là-dessus. Jusqu'à Agents MD, qui est le format d'envoi d'informations, de contrôle d'un agent. Ça, c'est OpenAI. Donc, vous voyez, ils sont tous concurrents. Mais ça aussi, agent MD, c'est la façon qu'on a de discuter avec les agents. Et ça aussi, c'est mis dans le pot commun. Voilà le format standard à partir de maintenant. Plus de modèles propriétaires. On va discuter sur ces mêmes formats. Il y en aura d'autres qui arriveront dans ce creuset qui est le Agentic AI Foundation. C'est une très bonne chose d'avoir de la normalisation et que ça se fasse sous forme Linux Foundation. Voilà, donc agent IA, ce sera maintenant partageable, normalisé pour tout le monde, avec aussi de la surveillance sur la sécurité. On doit absolument, quand on utilise agent MD, avoir cette notion d'enlever des failles ou de limiter la sécurité ou de faire gaffe aux bêtises que ça pourrait dire. Voilà, une normalisation ouverte en mode open, Linux Foundation, et c'est le AIF, c'est là-dessus qu'il faut construire. Si vous cherchez un format, si vous vous dites, je sais pas quelle crèmerie choisir, vous basez là-dessus et vous êtes à peu près tranquille pour la suite. Voilà, c'était le côté un petit peu geek de cette revue d'actu, mais c'est important parce que c'est fondamental pour ce qui va arriver en 2026. Tout sera construit sur ces modèles et sur ces normes-là. Et notre petit champion à nous, notre grand champion, Mistral, aïe. Alors j'ai loupé des sorties importantes de notre champion français, mais c'est ça qu'il est important de retenir, les amis, c'est que partout dans le monde, je fais ma revue d'actu, je la fais au niveau international, tout le monde s'est ému, bien plus qu'en France, de la sortie des modèles de chez Mistral. Oui, Mistral 3 est sorti depuis un petit moment, avec tout un tas de petits modèles qui l'accompagnent, et ce truc est vraiment game changer. Je n'ai vu aucun papier en France, ou vidéo, machin, etc., qui parle de ce que ça veut dire ce Mistral 3. Et j'ai vu des papiers internationaux qui parlent vraiment de ce que ça veut dire ce Mistral 3, et il y a un autre modèle qui est sorti. Je vous la fais très courte là-dessus. Mistral 3, c'est un super bon modèle. Il est open weight, c'est pas un modèle propriétaire comme tous ces géants dont on parle tout le temps. C'est un modèle qu'on peut récupérer chez soi. Alors si on prend un très gros modèle, il faut une grosse machine, etc., etc. Si on veut des petits modèles, une petite machine, ça tourne. Mais c'est un modèle open weight. C'est pas tout à fait open source. Il y en a quelques-uns qui sont open source, d'autres open weight. On peut aller le triturer, modifier les paramètres, le mettre à sa sauce si on a envie. On peut surtout le récupérer. C'est pas payant, il n'y a pas d'abonnement. On le récupère et on en fait ce qu'on veut. Ce modèle de distribution, c'est aussi le modèle qu'a choisi la Chine. Pour ces modèles, les DeepSeek, Qwen, etc., il y a aussi des versions open weight, open source, qu'on peut télécharger sans abonnement, sans payer, machin. C'est comment on va dire ça ? J'ai pas d'autre terme que arme, c'est un outil d'influence sur le monde entier. Voilà, les États-Unis, eux, ils font de l'influence en ayant le techno-féodalisme, c'est-à-dire des géants du numérique, et puis on est tous obligés d'utiliser, d'envoyer nos données sur leur serveur à eux, et leur truc est précieusement gardé dans leurs frontières là-bas. Et puis, il y a une autre façon de faire de l'influence, c'est de mettre des modèles qui sont hyper performants, à la hauteur des autres, oui, même des modèles propriétaires, des GPT-5, etc., etc. Mistral 3 est magnifique là-dessus. Puis il est open weight, on peut le récupérer, on peut en faire ce qu'on veut et l'installer. Et en plus, il y a des tout petits modèles qui visent à dire, si vous avez un petit smartphone, un petit appareil que vous bricolez vous-même, un PC standard ou une grosse machine serveur dans votre entreprise, en fait, il y en a pour tout le monde et vous pouvez vous récupérer une joyeuse petite IA qui sera française, qui sera respectueuse des lois européennes, etc., etc. Bref, c'est un move absolument dingue dont le monde parle et nous en France, non, on l'explique pas. Bon, je viens de le faire à l'arrache en quelques mots avec vous, mais c'est vraiment très important ce qui s'est passé
avec Mistral 3, et le monde continue à en parler, hein. Les Américains, chez OpenAI, etc., disent « Ouloulouloulou, ça c'est une autre voie. Si par malheur, l'Europe, voire le monde, se dirige vers ce genre de truc, on n'est pas bien avec nos modèles propriétaires qu'on fait payer et que les données elles sont chez nous. » Bon, c'est un autre modèle. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce sujet-là, puis on a tellement de la chance d'avoir ce truc-là qu'en plus, et il se trouve qu'il est français en plus, et qu'il est bon. Bon, bah on aurait tort de se priver. Une grosse fenêtre de contexte. On peut aller jusqu'à 200, alors il y a différents modèles, mais jusqu'à 256 000 tokens, ce qui est très bien pour des usages professionnels, il y a ce qu'il faut. Vous le verrez ici dans les benchmarks, bah en fait il surclasse, voire il est au-dessus, voire vraiment il est très équivalent en fonction des benchmarks au plus gros et récent modèle OpenWeight aussi chinois. Aux US, il n'y en a pas trop, voilà. Donc, le leader mondial de ce modèle-là, eh ben, c'est Mistral, les amis, avec son Mistral Large 3. Donc ça, c'est le gros modèle. Il est toujours Mixture of Expert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Si vous avez le gros modèle, le Large 3, vous avez beaucoup de paramètres. Mais en fait, quand vous faites une requête, bah, il analyse tout de suite et il va faire jouer qu'une partie de ces paramètres. Comme ça, vous pouvez faire de l'inférence, le service sur des machines un peu plus modestes. Ouais, c'est fait pour être open source, pour être embarqué, pour être local, pour avoir un méga modèle qui nous est donné gratuitement et nous, il va nous servir, on va se le prendre en main et ce sera le nôtre et on est souverain et on est indépendant dans son entreprise en tant qu'individu et en tant que pays. Donc c'est vachement bien ce truc-là. Plus plein de petits modèles dérivés. Donc il y a le fameux Mistral large. Il y a aussi des petits modèles qui eux aussi rivalisent avec les géants chinois. Donc ça, je sais pas comment ils ont fait, quelle est leur potion magique chez Mistral, mais c'est absolument bluffant. Mais la logique stratégique, elle est présente derrière, notamment avec les petits modèles. Mistral, regardez, 3 milliards de paramètres, c'est tout petit, ça peut se faire tourner sur n'importe quelle plateforme, il y en a pour tous les goûts et c'est vachement bien et vous pouvez aller les récupérer sur GitHub, sur etc. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les choses vous-même avec l'intelligence artificielle et Mistral est au niveau. Et puis, bah, ils ont plié le game aussi avec ce truc-là. Pareil, ce truc-là, tout le monde en parle à travers le monde et beaucoup moins en France. Ça, c'est sorti il y a quelques jours. C'est Devstral 2 et ces deux outils, mais j'aime beaucoup leur DA en plus en com ils sont pas mal. Devstral 2 est sorti, donc ça c'est le nouveau modèle de chez Mistral qui est dédié au code et au développement. Et pareil, il est très 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 bon. Devstral 2, c'est 123 milliards de paramètres, si mes souvenirs sont exacts, mais si je dis des bêtises, vous me corrigerez en commentaire. Pareil sur licence Apache, enfin bref, c'est OpenWeight, etc. Donc vous pouvez l'intégrer, vous pouvez fabriquer des outils intégrant de l'IA sans avoir à payer, même des trucs commerciaux, et ben vous mettez Devstral 2 dedans, vous mettez les modèles de Mistral dedans et vous pouvez faire des tas de dingueries et c'est génial et ça infuse partout. En plus, ce Devstral 2, il est pas cher du tout, il est beaucoup moins cher que tous les autres en mode API et en plus il est plus économique. C'est-à-dire que même si vous le récupérez chez vous pour pas payer et le faire tourner en local sur votre bécane, Devstral 2 fait du code de très haute qualité mais en consommant moins de tokens. Donc c'est moins gourmand encore une fois. Vous voyez les efforts de Mistral à tous les niveaux pour avoir des modèles frugaux énergétiquement, dans la consommation, dans la puissance de calcul nécessaire pour l'avoir chez vous. C'est ça le cheval de bataille de Mistral et ça pourrait être un coup gigantesque au niveau mondial et géopolitique. Si la France, si l'Europe disait bah nous on a une troisième voie de l'IA, il y a les US qui sont comme ça, il y a la Chine qui est comme ça, bah nous en France ou en Europe ou je sais pas qui, coalition des bonnes volontés qui veulent de l'IA derrière l'humain et pas devant, bon, et ben on a ce modèle là et c'est vrai que c'est champion. Devstral 2 à tester et puis le Mistral Vibe CLI, ça c'est pour les geeks. Si vous voulez utiliser une IA pour coder en mode ligne de commande sur votre PC directement, ben vous pouvez. Mistral Vibe CLI. Alors je l'ai testé que quelques minutes à peine, mais il m'a bluffé. Moi j'étais fan d'autres outils CLI. Je change de crèmerie. Mistral Vibe CLI, c'est génial. En ligne de commande sur votre PC, il va analyser votre répertoire, dire ce qu'il y a comme projet dessus, et puis vous le bricolez, et puis discuter comme ça en ligne de commande. C'est magnifique. C'est magnifique. Dernier point pour enfoncer le clou sur Mistral. Je suis pas sponsor, hein, les amis. Je suis juste enthousiaste de dire on a cette chance. Dernier point, la banque HSBC, l'énorme banque HSBC, l'énorme réseau bancaire HSBC international vient de choisir en partenariat pluriannuel pour avoir de l'IA dans ce secteur-là, qui est quand même de la banque, c'est une grande banque pour des gros professionnels, vient de choisir l'IA Mistral, les amis. Oui, Mistral a été choisi par HSBC et ça fait aussi beaucoup de bruit à l'international et j'ai vu personne en parler en France. C'est pas possible. Non, pardon, j'ai failli dire un gros mot. Bref,
accord HSBC qui dit ben voilà, nous en fait on veut contrôler nos données, on veut contrôler les paramètres, on veut pouvoir trifouiller l'IA, on veut un truc qui soit maintenu, on veut un truc qui soit hyper performant, on veut un truc qui soit professionnel, patati patata patata patata, sécurisé parce qu'on est une banque, faut pas rigoler, et puis conforme à nos réseaux et tout ça. Et ben en fait c'est Mistral qu'on a choisi. On va pas choisir un modèle chinois un peu moins bien, etc. On va certainement pas choisir un modèle propriétaire des Américains. Bah, le champion du monde là-dessus, c'est Mistral. HSBC vient de sortir Mistral. Peut-être que plein d'autres banques à travers le monde, plein d'assurances, plein d'organismes de crédit, plein de domaines sensibles vont faire le même constat que moi, que Mistral, que HSBC, et de dire le champion, il est là en fait. Les services publics aussi. Choisissez Mistral. Ah, bien sûr. En tout cas, ça fait du mouvement, et les Américains sont en train de regarder de très très près le développement de Mistral. Et le coup de HSBC, vraiment, ça les a fait vaciller. Bon, on continue, hein, les amis, on lâche rien. Allez, bravo Mistral. Allez, ces derniers jours, semaines, il y a eu aussi plein de sujets sur les réseaux sociaux. Alors, je préfère m'enthousiasmer sur l'IA que de regarder la guerre. Le monde des réseaux sociaux en flamme au niveau géopolitique, mais il faut bien qu'on fasse une petite revue également là-dessus, avec notamment le côté américain. Vous savez que le président des États-Unis, Donald Trump, a appuyé, verrouillé, accentuer son offensive géopolitique mondiale. Ça, j'y reviens pas, c'est pas l'objet de Renaud Décode, mais sur l'intelligence artificielle. Là, ça devient un truc un peu dystopique, un peu science-fictionnel, et pas les bouquins de science-fiction qui nous donnent la meilleure vue du futur. Si vous voulez mon avis, je suis très précautionneux là-dessus, et je pense que c'est une mauvaise voie. Je ne suis pas Donald, ni Mickey non plus. Bref, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? Première chose, ils ont accentué la feuille de route de cet été. Je crois que c'était en août, mais je suis pas sûr de moi. Donc le AI Action Plan a été accentué. Ce truc qui vise à accélérer l'innovation, à enlever totalement le plus possible tout ce qui est frein. C'est-à-dire tout ce qui est régulation. On ne veut plus de régulation, on ne veut pas faire attention aux données. Oui, on a le droit de choper les données privées, pour peu, etc., pour peu que ce soit pour faire l'IA la plus magnifique demain. Et ça, cette décision, elle est celle de l'État US, c'est une décision fédérale de Donald Trump au plus haut niveau pour l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont bien compris que celui qui maîtrise l'IA mondiale maîtrise le monde également. Et donc, on fait fi de toutes les contraintes possibles, juridiques, administratives, les droits, les machins. On fonce grave. Et deuxième chose, eh bien, Donald Trump vient de publier un autre décret, un executive order, je crois que c'est comme ça qu'on dit, visant explicitement les lois sur l'intelligence artificielle qui sont édictées par certains États. Alors, il y a notamment la Californie, il y a le Colorado, il y a le Nevada, l'Illinois également, qui ont publié des lois sur l'IA en disant dans notre état à nous, piocher les données des particuliers, c'est pas très cool sans leur consentement. Ne pas regarder les risques, non, les prochains modèles qu'on veut utiliser en Californie, il faut que les risques soient diminués, etc. Donald Trump a dit ça suffit ces bêtises et vient de signer un décret en disant non, l'État fédéral passe au-dessus de ces lois-là et on va même poursuivre, on a même mis en place des circuits administratifs pour poursuivre les États qui feraient sécession sur ce sujet-là. Pardon, le terme sécession était un petit peu fort. Je m'en suis rendu compte en le disant, vous l'enlèverez, vous m'excuserez, voilà. Mais en l'occurrence de dire si un État, la Californie, disent un truc en disant faut être quand même un peu prudent, non, l'État fédéral, non, vous n'avez pas le droit d'être prudent, il faut partager avec tout le monde, il faut qu'on y aille à bloc. Voilà, ça devient un enjeu stratégique, géostratégique, majeur, voire premier pour les États-Unis, pour Donald Trump, d'avoir l'État américain, global, les USA, plus les 4, 5, 6 géants américains, c'est le techno-féodalisme à son paroxysme, et c'est nous qui allons conquérir le monde ensemble. Et puis Donald Trump va déjeuner, va faire des conférences, va faire des trucs avec les patrons de ces géants. Voilà à quoi se résume le monde aujourd'hui, en tout cas vu des États-Unis. Et puis, dernier point sur les États-Unis, ils ont également entériné définitivement la mission Genesis. Alors, c'est pas de la musique sympa, si, c'est aussi de la musique sympa, Genesis, les vieux me comprendront, mais c'est aussi une mission qui vise à avoir l'IA pour la science sans aucune barrière. La logique est simple, là aussi, c'est décret présidentiel,
techno-féodalisme à bloc, Donald Trump plus les 5-6 géants, il a décidé, Donald Trump, de dire, en fait, toutes les données scientifiques, déjà, on va les épurer un petit peu. Alors, toutes les données scientifiques américaines, ceux qui parlent d'une étude qui nous paraît un peu woke, machin, déjà, on l'enlève. Pourquoi ça peut être utile? Non, on supprime ça. Bon, bref. Chelou, bref, et tout l'ensemble des données scientifiques, de toutes les études, du monde public, des chercheurs, privés, publics, etc., etc. En fait, tout est partagé, tout est regroupé, et tout est donné, doit être donné, en toute transparence et totalement à ces géants de l'IA, pour qu'ils nous fabriquent des meilleurs médicaments demain, des avancées médicales de dingo, etc., etc. Certains se disent, c'est super, voilà, toutes les données médicales vont être ouvertes, on s'en fout de l'avis des chercheurs, de ce qu'ils disent, des risques qu'ils ont évoqués, etc., etc. On prend tout, on donne ça aux géants de l'IA qui vont nous faire des petites dingueries médicales au service de l'homme, donc c'est vachement bien. Oui, on en veut. D'autres se diront, non, c'est un travail conjoint de scientifiques, de recherche, certains travaux sont pas établis, d'autres auraient pas dû être effacés, et il faut quand même prendre nos précautions là-dessus, parce que ça touche concrètement l'avenir de l'homme. Bref, il y a un gros débat là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de débat, puisque c'est Donald Trump qui décide pour l'instant, et qui nous dit c'est comme ça que ça va se passer. Bref, entre les décrets, les lois, l'ouverture des données, les lois interdisant aux autres d'avoir des lois, les États-Unis du techno-féodalisme sont en mode débridé de plus en plus. Soyez alertés par ça, et ça doit faire écho à ce que je vous disais juste avant sur Mistral. C'est un autre monde. Voilà, on choisira. Il n'y a pas à choisir. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. M'insultez pas, ça sert à rien. Et enfin, pour terminer cette revue d'actu très longue, mais j'étais absent des réseaux un petit moment, donc il fallait que je vous donne ces grosses actus. On continuera mercredi et vendredi en live et en vidéo. Dernière actu de cette revue, c'est la flambée des réseaux sociaux. Je sais que ça fait par contre beaucoup bouger les médias partout, un petit peu partout, et notamment en France. C'est la baston sur le terrain des réseaux sociaux. C'est un peu... c'est important les réseaux sociaux, je veux dire, il y a plein de choses où il faut faire gaffe, mais on pourrait peut-être construire le monde qui vient essentiellement, plutôt que de regretter ces trucs qui sont là depuis 10 ans et qui embêtent tout le monde. Bref, le terrain brûle aussi du côté des réseaux sociaux, et là aussi c'est la guerre géostratégique, avec notamment, vous avez vu passer ça très certainement, la DSA, donc le Digital Service Act, donc une des réglementations européennes sur tout ce qui est numérique, et notamment sur les grandes plateformes, c'est le DSA, ils viennent d'infliger une amende de 120 millions à X, le réseau social, parce que la petite coche bleue est trompeuse, parce qu'on ne peut pas accéder à vos données, parce qu'on ne peut pas voir l'algorithme, parce qu'on ne peut pas vérifier si vous respectez nos lois ou pas. Ça se voit un petit peu quand même. Vous ils ont décidé d'infliger une amende de 120 millions à X. Elon Musk, il est tout énervé, du coup. Ils disent, vous avez qu'à me dire ce que vous voulez, et puis moi je vous dirai non, et puis comme ça c'est réglé, parce que X, c'est américain, c'est ma loi, je suis Elon Musk, je fais ce que je veux avec mon outil, si vous en voulez pas, vous n'avez qu'à le jeter. C'est pas compliqué finalement. L'Europe dit, si, on le veut, mais on veut que vous le modifiez, puis on veut pouvoir vérifier, donc du coup, donnez-nous tous vos trucs. Vous voulez pas, 120 millions de dollars. C'est du bras de fer, 120 millions d'euros, je ne sais plus, euros. C'est du bras de fer total. La tension monte, il y a tout le gouvernement américain qui se range derrière Elon Musk, évidemment, et tous ses copains, en disant que mais il faut que ça dégage l'Europe, etc., ça sert à rien. Du côté européen, on se dit, si, il faut qu'on se défende, mais en même temps, pourquoi c'est Bruxelles qui décide, etc. Bref, ça fout la pagaille partout avec cette logique qui nous part des réseaux sociaux qu'on n'a pas su maîtriser, qu'on sait toujours pas maîtriser, et on en vient à faire flamber tous les terrains en n'étant jamais d'accord sur rien, mais en construisant rien non plus. Personne fait un pas vers l'autre, on va pas y arriver, à mon avis, il va falloir qu'on change de paradigme. En France, on n'a qu'un truc en tête, c'est interdire les réseaux sociaux aux mineurs, moins de 15 ans, moins de 16 ans, on sait pas trop. Moi, je vais pas vous faire un discours là-dessus, mais ça s'apparente à jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, c'est crétin. Puisque des réseaux sociaux, Discord pour les élèves en classe, c'est un réseau social, voilà, c'est génial pour faire les devoirs, pour s'accompagner, pour donner un coup de main aux copains le soir pour les devoirs et pour réviser ces trucs, c'est super. Il y a des vidéos magnifiques, pédagogiques, etc. sur YouTube, sur des émissions magnifiques sur Twitch, on en veut aussi. Non, on a décidé qu'avant 16 ans, il n'y a plus de réseaux sociaux et puis c'est fini. À mon avis, c'est une vraie problématique là-dessus, plus la réglementation, comment on va savoir que les mômes ont moins de 16 ans ou moins de 15 ans,
il nous faut un truc indépendant pour vérifier l'âge, du coup il nous faut vos données, du coup il nous faut vos papiers. Bref, on n'a pas les solutions qui viennent et on risque de rentrer dans un flou artistique absolument pas concret. On verra bien. Et puis le dernier épisode sur cette flambée des réseaux sociaux et de la géopolitique mondiale qui se voit sur les réseaux, c'est l'ESTA, c'est-à-dire le contrôle d'immigration aux États-Unis qui a entériné un truc qui fait beaucoup parler, mais encore une fois c'est géopolitique parce que ça existe déjà depuis quelques années. Le fait de devoir, si vous rentrez sous certains visas aux États-Unis, de devoir donner vos différents identifiants réseaux sociaux pour qu'on puisse faire une enquête sur ce que vous avez raconté les années précédentes. Alors je sais plus si c'est 4 ans ou 5 ans, on remonte dans votre historique, votre activité numérique, ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, les voyages que vous avez faits aux États-Unis, pour que ça compte dans le fait qu'on vous accepte ou pas en tant que migrant aux États-Unis. Chez nous, ça fait une flambée, parce que, voilà, alors pour les autres, d'accord, mais pour soi-même, là, par contre, on regarde les données pour sécuriser et pour faire appliquer les lois. Bon, bref, encore une flambée là-dessus. Ceci dit, cette réglementation, cette autorisation-là de regarder vos réseaux sociaux, elle existe déjà depuis quelques années aux États-Unis. C'était sous Trump 1. Voilà, donc il y a le feu aux réseaux sociaux, il y a le feu aux intelligences artificielles, c'est la bataille des modèles, c'est aussi la bataille des modèles de société. Ne nous y trompons pas qu'on parle d'IA, de réseaux sociaux, le vrai truc qui est en jeu, c'est quelle société pour demain? Celle des Américains, le modèle, celle des Chinois, le modèle chinois, ou il y a un modèle européen ou autre à faire naître? Je sais pas, vous me direz en commentaire. Voilà pour les actus du jour, bien dense, bien long, il y en avait pour tout le monde, j'étais absent quelques 2 semaines pour préparer une super conférence spectacle qui s'est très bien passée. Merci à tous d'avoir pris des nouvelles. Ça y est, Renaud Décode est revenu avec des actus régulières tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, c'est en live l'émission Renaud Décode et puis retrouvable bien sûr sur les réseaux, notamment sur YouTube pour les vidéos et puis sur le site, le camp de base de l'émission renaud-décode.fr. Soyez gentils de vous abonner à cette chaîne YouTube, déjà pour vous, pour ne rien louper des prochaines actus de ce monde de dingue, et aussi pour me permettre d'atteindre la barre des 100 000, ce serait sympathique, ce serait un joyeux cadeau de Noël, mais vous faites absolument ce que vous voulez, l'important c'est qu'on le fasse ensemble. Merci et bravo d'avoir suivi cette revue d'actu, et à très bientôt pour les nouvelles actus web, IA, digital tech sur Renaud Décode.